Voilà de nouveau un théâtre d'opération très particulier. Je devrais même dire plusieurs théâtres d'opération. Si je n'ai pas la boîte entre les mains, c'est que Germain va pouvoir nous la montrer elle, puisqu'elle n'existe pas encore réellement et concrètement. Il s'agit de Fitna, The Global War in the Middle East. C'est Pierre Razou, on en avait déjà un petit peu parlé. Ça sera chez Nuts Publishing et son auteur est là, Pierre Razou lui-même, directeur de recherche à l'IRSEM. L'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Voilà, ça c'est pour le IRSEM que moi je ne retiens jamais, donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. Directeur de recherche, ça veut dire que c'est toi qui décides sur quoi tu fouilles? Oui, et puis surtout que je dirige une équipe de chercheurs. Et que c'est eux que tu envoies fouiller. Voilà, et puis moi aussi je cherche Ouais. en adéquation avec les intérêts de la direction de notre centre de recherche et des gens pour qui on travaille, etc. Ça marche. Tu enseignes aussi du Sciences côté Po de Sciences Paris. Po, Oui. hein, Sciences Po Paris. On a déjà, avec Guillaume Bouilleux, que je salue en passant, une belle série d'émissions. Je dis série parce qu'il y en a eu deux, hein, avec les conflits au Moyen-Orient, historique et initiatique, celui qui a lancé tout ça. Et Guillaume est revenu et c'est lui qui va nous présenter un petit peu le projet. Fitna, Guillaume, tu l'as choisi et pourquoi? Oui, bah alors de toute façon, pour ceux qui suivent nos émissions, les alinéas, nous avions en effet évoqué l'un des travaux de Pierre avec ce jeu Fitna, qui fait suite à un premier jeu qu'il a donc publié chez un éditeur américain, qui était la guerre Iran-Irak ou Irak-Iran. Hein. Je vous laisse regarder l'émission pour comprendre la blague, la petite blague. Et donc en effet, nous l'avions dit, Fitna, nous le proposons pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est en effet d'abord un jeu totalement d'actualité. Pierre va nous expliquer en effet comment il a travaillé autour de ce jeu. C'est un jeu avec des scénarios qui représentent, comme il est indiqué dans le titre, les conflits, on va dire passés, actuels et futurs. Éventuellement. Et futurs, voilà, c'est ça, du Moyen-Orient, qui est quand même une région assez chaude, comme vous pouvez le constater. La deuxième chose, c'est qu'on a affaire à un Warto. Même si ça reste dans l'environnement des jeux de simulation historique, ça reste une mécanique de Warto, c'est ce que l'on va vous présenter maintenant, et vous le verrez ensuite dans la deuxième émission, puisque nous jouerons tous les trois un scénario du livret du jeu. Ensuite, c'est également un jeu qui, moi, m'a intéressé, parce que c'est un jeu qui se joue en multijoueur. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Et donc, c'est un jeu donc il va y avoir une phase de diplo. Et on va avoir des pays, des belligérants qui ont des intérêts, des objectifs évidemment divergents, et donc il va falloir s'entendre, bien évidemment, dans le cadre de conflits armés. Donc c'est très intéressant, puisque c'est l'un des rares, on va dire aujourd'hui, wargames, jeux de simulation historique, qui autorise les joueurs justement à faire de la diplo, à discuter, avant en effet de manipuler leurs pions. C'est assez rare hein, parmi ces jeux. Donc c'est ce qui évidemment apporte une touche d'originalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi, et j'ai choisi aujourd'hui, de demander à Pierre de venir présenter Fitna. Voilà. Alors Fitna, je le disais tout à l'heure en introduction, n'existe pas encore à l'heure où nous tournons ces images, c'est-à-dire nous sommes fin août 2018. Il n'empêche qu'il devrait exister bientôt. On en avait déjà un petit peu parlé, il y a un système de précommande. Oui, on espère, donc toute l'équipe de Nuts, avec notamment Florent Coupeau et Thomas Pouchin. On espère, c'est un P300. Donc en fait, il nous faut 300 précommandes pour lancer la fabrication. Donc le jeu est prêt, tout est prêt, il n'y a plus qu'à lancer la fabrication concrète. Et il nous manque encore un peu plus de 150 commandes pour lancer la fabrication. Ceci dit, on a lancé le processus il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, donc on est bien dans les clous. Tout à fait. Oui, tout oui. à fait. Et on espère que les différents événements qui vont se multiplier cet automne, à commencer également par nos 2 émissions, là, vont aider évidemment à accélérer les commandes donc, sur le site de Nuts Publishing. Et si tout va bien, on espère une fabrication et un lancement avant la fin de l'année, avant les fêtes de Noël, c'est sûr. D'accord. Pour la fabrication et pour la diffusion. Et pour la diffusion. Ouais. Ah oui, donc ça pourrait être très 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 rapide. On espère, on vise avant Noël, c'est sûr. D'accord. Ouais, alors j'en profite justement en parlant des événements. Il y a l'Open de Paris des Jeux d'Histoire qui se tient justement les 28, 29, 30 septembre à Paris, Paris 9e. Nuts sera là, et justement. voilà, parmi les éditeurs présents, Nuts, et parmi les auteurs présents, Pierre qui viendra justement animer les samedis et dimanches Fitna, donc pour des parties avec évidemment des joueurs en direct, hein, là, pour jouer, avec justement l'auteur, donc pour expliquer les règles. Donc ça c'est un événement. Après je crois qu'il y aura aussi Essen. Alors, sans doute, ça c'est Florent qui verra. Pour ceux qui iront à Essen.
Un petit peu avant, outre-Atlantique. Et la semaine prochaine, je vais à Londres pour Connections UK, qui est la grande messe, la grande convention annuelle des Wargames en Europe. Et c'est pareil, j'irai présenter Fitna. Et j'irai faire la publicité et expliquer aux joueurs potentiels tout l'intérêt du jeu. D'accord. P300, ne vous étonnez pas, effectivement, ça pourrait paraître peu. On est quand même dans un jeu, quand je dis de niche, ce n'est pas négatif, mais effectivement, tu le disais aussi hors antenne, même si le Warto et le jeu de simulation historique se développent, ça reste encore à un terrain de friche. Il y a encore beaucoup de gens à faire découvrir ce style de jeu. P300, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura que 300, ça veut dire qu'on lance la production à ce moment-là. Je vais me demander une dernière petite question. Et il y en aura beaucoup plus, on espère. Voilà, c'est ça, il y en aura plus derrière. Il y en aura beaucoup plus. Anglais uniquement, anglais-français? Anglais-français, c'est-à-dire en fait la boîte sera en anglais. Pour des raisons de commercialisation internationale, notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, et pour ce jeu-là, probablement au Moyen-Orient aussi, y compris en Israël, dans les pays du Golfe, et voire même en Iran. Mais ensuite en français pour le public francophone, donc en fait tout ce qui est tout pourra être téléchargé. Donc les cartes, les règles, les scénarios seront traduits et seront disponibles gratuitement en ligne sur le site de Nuts. J'ai menti tout à l'heure, ce n'était pas la dernière question, il y en a une dernière avant de lancer les règles du jeu. On l'a vu avec les premières émissions que nous avons tournées ensemble, quand Guillaume t'a présenté et que tu es venu à Trick Track. L'histoire est lourde, chargée sur ces conflits au Moyen-Orient, c'est toujours le cas, on avait un petit peu évoqué 2 ou 3 mots aussi. Sortir un jeu qui d'ailleurs traite éventuellement, comme on l'a dit dans la première émission, du futur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent actuellement ou qui vont être amenées à se passer, où tu le disais toi-même, tu contactais Florent en disant tiens, tu vois là, il a joué telle ou telle carte, quelque chose qui finalement du coup en est presque, pas forcément sur devin de l'avenir, mais en tout cas suffisamment réaliste. On est dans la prospective. C'est ça. Et donc du coup, la question était la suivante, est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que ça ne risque pas de choquer, d'embêter certaines personnes politiquement, militairement et voire géopolitiquement, de sortir un jeu qui pourrait permettre de mieux comprendre, deviner, enfin voilà, comment ça va se gérer là-dessus pour toi? Juste avant que Pierre prenne la parole par rapport à ça, ce qui est justement assez drôle vis-à-vis de Fitna, on en a déjà discuté. Je pense que durant le cours de la partie, il nous apportera des éclairages. Je précise que Pierre est quand même spécialiste du Moyen-Orient. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, bien évidemment, il travaille sur ce sujet. C'est qu'il y a sans doute des mouvements que l'on va opérer, nous, en tant que joueurs, qui paraissent être des mouvements ludiques, comme déplacer une unité ou comme rentrer dans un pays. Et Pierre nous précisera les dates à laquelle ça s'est effectivement passé. Et ça n'a pas forcément été relaté par la presse, ou ça n'a pas forcément été expliqué. Parce que là, vous êtes dans un panier de crabes géopolitique où tous les coups sont permis. Donc, quand tu parlais de choquer quelqu'un, je pense qu'au contraire, on va informer les gens. Oui, alors informer les gens, ça c'est le côté historique, mais moi je pense en premier lieu à la sécurité de Pierre. Est-ce qu'il y a des gens qui vont te tomber dessus parce qu'ils vont pas être contents de… Ah oui. Alors, je le fais sous ma propre responsabilité académique, entre guillemets, de chercheur et d'historien et de spécialiste. Ensuite, comme le disait Guillaume, ça fait 30 ans que je suis expert de la région et que je navigue dans cette région et que je me rends fréquemment sur le terrain dans cette région, que je connais franchement très bien, que je connais les gens, j'ai mes réseaux sur place. Je pense avoir une expertise et un niveau de compréhension qui m'a permis de faire ce jeu. Et ça répond à la question, c'est-à-dire que est-ce que des gens peuvent être vexés ou embêtés parce que j'imagine tel scénario ou tel scénario? Peut-être. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la réalité, c'est que les chercheurs, les historiens, les experts, les analystes, de toute façon, on se pose les mêmes questions et font de la prospective. Donc justement, ce jeu et Fitna est parfait pour, bien entendu, pour tout le monde, mais y compris et surtout pour les analystes et les experts. Experts, ça ne veut pas dire que c'est compliqué, c'est simple dans le mécanisme. Mais disons, pour tous ceux qui s'imaginent ou qui veulent tester leurs propres hypothèses, par exemple, que se passerait-il si en Irak ou en Syrie ou en Turquie ou en Iran, il se passait tel événement, tel événement, tel événement, ben là, ils peuvent le faire. Allez-y. C'est-à-dire que là, je leur mets toutes les unités, toutes les forces, toutes les milices qui existent aujourd'hui dans la région ou qui ont existé, disons, depuis 2013. Pas historiquement, le jeu commence en 2013, au moment de la guerre civile en Syrie. Il y a, on va dire, une petite moitié de scénario, entre guillemets, historique,
qui représente toute la lutte contre Daesh, les différentes phases de la lutte contre Daesh, avec l'intervention des Russes, des Iraniens, des Occidentaux, des Turcs, etc. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on jouera l'un de ces scénarios, qui est le scénario 3, le moment où les Russes arrivent en Syrie et les Iraniens arrivent en Irak pour essayer de contenir Daesh. Et une autre moitié de scénarios qui sont totalement prospectifs, qui vont des plus, non pas farfelus, mais disons des plus hypothétiques. Par exemple, que se passerait-il si demain un nouveau pouvoir nationaliste en Irak émergeait et profitant de la fin de Daesh, de l'isolement de l'Iran, se disait refaisons l'unité nationale irakienne en envahissant le Koweït, comme en 1990. Bon, ben on peut jouer à ça. On peut jouer à ça. On peut faire l'épisode 2, le retour, non plus Saddam Hussein, mais un nouveau leadership irakien nationaliste tente d'envahir le Koweït. Que se passe-t-il? Ou que se passe-t-il si, par exemple, la Turquie décide de pousser ses pions, ses avantages pour entrer et progresser réellement dans le nord de la Syrie, dans le nord de l'Irak? Est-ce qu'elle va se heurter ou non aux Iraniens, aux Irakiens, aux Syriens? Tout est possible. Voilà, vous pouvez essayer tous les scénarios. Que se passerait-il surtout si, par exemple, Israël se lançait à l'attaque ou à l'assaut du Liban et de la Syrie pour essayer d'éradiquer le Hezbollah? Eh ben, vous pouvez essayer. Vous pouvez tout jouer, tout faire. D'accord, tout est possible. Dernière petite chose, on sait que l'aspect, c'est une des questions qui est posée. Là, nous sommes en live avec nos abonnés, donc il y a des questions qui fusent. Est-ce que l'aspect religieux, le domaine de la foi, qui aussi fait partie parfois de ces aspects géopolitiques et des conflits qui ont eu lieu et qui ont encore lieu, est-ce que Fitna le prend en charge aussi? Oui, bien sûr. À travers les cartes, à travers les camps, à travers les règles de jeu, etc. D'accord. Par exemple, vous avez deux des villes saintes chiites que sont Najaf ici et Kerbala ici, justement contrôlées par des pions de milices chiites. Qui sont un objectif, par exemple pour Daesh, ou par exemple pour l'Arabie Saoudite, dans le cadre d'un conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui se déroulerait en Irak. D'accord, donc ça fait aussi partie du jeu. Et vous avez toute une série de cartes événements, notamment par exemple trêve du Ramadan, etc., qui bien évidemment prennent en charge et impactent le jeu, c'est évident. D'accord. Nous y voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Guillaume, il me semble que tu m'avais promis une explication et Pierre l'a dit tout à l'heure, le jeu est assez simple dans sa mise en place et dans son déroulement. Une fois encore, le tout est de le maîtriser par la suite. Donc là, du coup, Pierre, on se lance. Oui, bien sûr. On se lance. De toute façon, les Belliludis, justement, ce sont des explications aussi un peu détaillées, mais c'est aussi une explication sur les raisons, les choix de l'auteur. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de commencer par la carte. D'accord. Alors, il y a une vue satellite. Germain, tu peux peut-être voilà, exactement. Donc là, vous avez une vue satellite en fait d'une partie du Moyen-Orient, puisque bien évidemment, ça s'arrête au Koweït. Vous n'avez pas l'Arabie Saoudite. Vous avez il y a une partie de l'Arabie Saoudite. Vous n'avez pas toute l'Arabie Saoudite. Vous n'avez qu'une partie de l'Iran et qu'une partie de la Turquie. Ce qui est intéressant, en revanche, parce qu'on l'avait regardé avec Pierre sur une carte, c'est que vous avez donc c'est un système point par point. Donc les villes sont reliées entre elles. Après, vous avez des endroits qui ne sont pas reliés entre eux. Moi, je prends par exemple ces deux-ci, ces deux-là, ou ces deux-là, ou ces deux-là. La Raqqa, Palmyra. Alors, ce que l'on ne voit pas, mais ça, Pierre a travaillé dessus, c'est que là, vous avez juste une zone montagneuse. Il n'y a pas de route. Donc, c'est une carte, enfin, tu nous as donné plus de détails, mais qui a été vraiment travaillée et sur des contraintes géographiques. Et ce qui déjà ramène à une vision, on va dire, stratégique de ce que l'on peut faire. Et c'est vrai que lorsqu'on a entendu parler à l'époque des attaques sur Palmyre, on voit que Palmyre c'est au milieu en fait, du désert syrien et que c'est presque une zone de passage. C'est un carrefour. C'est un carrefour et vous ne pouvez pas vous en défaire. Et donc il y a un premier travail sur la carte. Peut-être que Pierre, justement, tu peux nous apporter des précisions par rapport à ça. Oui, ça montre bien. Il y a différents types de terrain, donc on est sur du point à point. Tous les segments reliant les cases les unes aux autres représentent exactement les axes de communication et les principaux axes de communication. Par exemple, si vous avez une petite piste de chamelier ou une piste désertique reliant par exemple cette case-là à cette case-là, on ne l'a pas fait figurer,
Pourquoi? Parce qu'on est dans de la stratégie et dans de la logistique, c'est-à-dire que, bien évidemment, une division complète, par exemple, ou une unité lourde mécanisée ne pourra jamais passer par là. En tout cas, ne pourra pas assurer sa logistique. Elle passera quoi? Par la route et les autoroutes, donc en fait, ou voir les voies ferrées quand il y en a. Donc les segments représentent exactement et scrupuleusement la réalité des axes de communication sur l'ensemble de la région. Donc ça, c'est un premier point. Chaque case, ensuite, est divisée entre, on va dire, 4 grands types de terrains, c'est-à-dire soit des grandes villes, c'est-à-dire de la zone urbaine lourde, type Koweït City, Bagdad, Mossoul, Alep, Damas, Haïfa, Beyrouth. Des agglomérations. Donc des grosses agglomérations où là, bien entendu, ça va avoir un impact sur le mode de combat, c'est-à-dire qu'on va avoir des bonus ou plutôt des malus défensifs pour celui qui attaque. Un deuxième type de terrain, ça va être les zones marécageuses qu'on voit ici, donc, qui sont généralement le long du Tigre et de l'Euphrate, surtout sur cette portion-là de la carte. Pour ceux qui ont vu l'émission sur la guerre Iran-Irak, regardez ce qui se passe au milieu des années 80 là-bas. Voilà. Oui. D'ailleurs, oui. Okay. Et un troisième type de terrain, ce sont les zones montagneuses, qu'on retrouve donc bien sûr en Iran, qu'on retrouve dans l'ensemble de la Turquie, qu'on retrouve un petit peu au Liban, un petit peu en Syrie, un petit peu dans le nord de l'Irak, dans la zone kurde, et ce qui vous montre bien justement les contraintes de communication, mais surtout les contraintes de combat en zone montagneuse. Et enfin, un dernier type de case, j'allais dire, où c'est de la plaine, c'est-à-dire où il n'y a rien, tout simplement parce que c'est soit du désert, soit des petites agglomérations, soit de la petite colline, insuffisante pour justifier un bonus quelconque défensif. Et puis quelques puits de pétrole. Et quelques puits de pétrole. Et la carte, justement, identifie donc tous les objectifs cerclés de rouge représentent des objectifs, soit politiques, géopolitiques, stratégiques, économiques à conquérir. Les villes principales, les villes politiques, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc deux objectifs encadrés de vert, puisque ce sont des villes saintes pour les chiites, Najaf et Karbala, donc là aussi des objectifs à conquérir, bien sûr. Des symboles de gisements pétroliers qu'on peut regarder ici, là, un petit peu partout. En fait, dans tous les endroits où on a des gisements pétroliers importants. Pourquoi? Parce que qui dit gisement pétrolier dit trafic, dit argent. D'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas impacter la résolution des combats, on va dire, pour les armées classiques, mais ça va impacter le combat pour Daesh, pour les milices, pour les Kurdes, qui, eux, vont pouvoir justement utiliser les ressources tirées de ces gisements pétroliers pour créer des points d'opération, pour dépenser des points d'opération, etc. Et de toute façon, en même temps, c'est outre l'intérêt, on va dire, géopolitique de voir où sont situés les gisements pétroliers, selon les scénarios que l'on joue et selon les conditions de victoire que l'on applique, les cases gisements pétroliers ont une valeur différente d'une case sans rien, classique, perdue dans le désert. Et puis la dernière information, ce sont en fait les sources logistiques. Oui, voilà. C'est ce que je voyais en cercle. Exactement. Donc qui correspondent aux couleurs, c'est-à-dire, en fait, c'est le bord de la carte. Donc pour les Iraniens, pour les Saoudiens et les armées du Golfe, c'est ici, c'est la Jordanie. Pour l'Irak, c'est Bagdad et Bassora. Pour la Syrie, c'est Damas et Alep. Pour le Liban, c'est Beyrouth. Pour Israël, c'est le bord de la carte et Netanya. Israël ici, donc Netanya. Et pour les Turcs, c'est pareil, c'est le bord de la carte. Et notamment la base américaine d'Incirlik qui est tout au nord, ici. Voilà. Donc des points à maîtriser pour avoir de la ressource. Et ce qui est important, c'est que ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que ça montre bien le relief, c'est-à-dire que ça montre bien que, pour faire simple, les Iraniens notamment et les Turcs, tant qu'ils sont dans l'air montagne, j'allais dire, ne craignent pas grand-chose. A contrario, ça veut dire aussi que notamment les milices et notamment les Kurdes, on le verra tout à l'heure dans le scénario, qui sont eux aussi arc-boutés dans leur montagne, sont dans des positions très solides. Et à contrario aussi, ça montre que par exemple Daesh, qui est là dans ce scénario qui est mis en place, on est donc à l'été 2015, c'est-à-dire au moment où Daesh menace à la fois Damas, Bagdad, la zone kurde. Donc on est à peu près à la zone d'extension presque maximale de Daesh. Et ça montre bien que Daesh paraît comme ça finalement puissant, parce que occupant une partie importante de la carte, mais qu'en même temps, à part finalement les deux grandes villes de Mossoul et Raqqa, le reste, c'est essentiellement du désert. Donc en fait, ils peuvent être laminés assez rapidement. Ok.
Donc ça, c'est pour la carte. Ensuite, on va présenter les unités. Alors vous allez voir, tu peux nous mettre en gros plan, Germain, l'une des planches de pions que nous avions. C'est celles qui sont sur le terrain. Hein. Donc, voilà. Donc là, vous avez les unités. Alors cette planche, elle est assez intéressante parce que vous avez plein de types d'unités et surtout plein de nations. Parce que dans le jeu, vous avez pas moins de, je sais pas, au moins une bonne dizaine de pays, voire plus, qui vont s'entrechoquer. Oui, il y a les locaux exactement. Et puis il y a tous ceux qui arrivent d'ailleurs. Voilà. Et si on fait un gros plan sur quelques pions, voilà. Oui, d'y voir. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur quelques pions? Bien sûr. Allez, alors. Les Jordaniens, tiens, en plein dedans là, milieu. Où est-ce qu'on est? On est ici. On est là. D'accord. Donc, chaque pion représente la couleur de fond représente, on va dire, le camp, pour faire simple. Donc, cette couleur-là, c'est le camp des alliés arabes, alliés aux Saoudiens. Vous avez donc le bandeau qui identifie la nationalité. Là, une unité jordanienne avec le petit drapeau jordanien. Le type d'unité, ce sont en l'occurrence donc là, c'est une brigade parachutiste. Donc, on a le symbole OTAN brigade en petit, discret. Le fusil d'assaut, la dénomination 30e brigade et 3 valeurs numériques. La première, c'est très classique, c'est attaque, défense, mouvement, donc potentiel d'attaque, potentiel de défense, potentiel de mouvement. Potentiel de mouvement, c'est le nombre de cases contiguës que dont l'unité peut se déplacer pendant sa phase de mouvement lorsqu'elle lance. Et ça va globalement de 2 à 6 en fonction du type d'unité, etc. Donc on peut avoir aussi bien des unités mécanisées, des parachutistes. Non, les rouges, ce sont pas les unités mécanisées, ce sont les unités blindées, les chars, qui peuvent exploiter, percer et exploiter. Donc c'est une règle bien entendu du jeu, simple. Donc dès que vous avez un potentiel de mouvement en rouge, c'est-à-dire que vous avez affaire à du char qui va pouvoir exploiter en cas de victoire l'avantage qu'elle a pris. L'avantage qu'elle a pris. Et on a du A bleu, j'en profite pour te poser Alors, une question. bien sûr, le A bleu, sur les unités, notamment certaines unités parachutistes et aéromobiles, représente une capacité de mouvement aéromobile. Là, il y a 2 types de mouvements. Le premier, c'est de manière très simple, c'est du transfert aéroporté, c'est-à-dire plutôt aérotransporté. C'est-à-dire que quand cette unité va bouger, elle va pouvoir se transporter d'une case contrôlée à une autre case contrôlée n'importe où sur la carte. Hein, c'est du pont aérien. Oui. Mais il faut que ce soit hors zone d'offensive, c'est-à-dire on est dans le cadre de l'aérotransport classique. Si par contre, l'unité utilise le mouvement d'assaut aéromobile avec les hélicoptères, là, elle va pouvoir bouger de 6 cases contiguës, y compris en passant au-dessus de cases adverses, un peu comme aux dames. Et l'avantage, c'est qu'elle va tomber donc sur une case libre de contrôle adverse. Par exemple, si je prends ici une unité parachutiste américaine qui est par exemple basée ici à Ravji, elle va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et venir, grâce à son mouvement aéromobile, débarquer à Samawa. Sauf que quand elle va débarquer, son premier tour, évidemment, elle est ravitaillée, mais que si à la fin de son tour de jeu, elle n'a pas rétabli une ligne de ravitaillement, de communication, on lui met un pion, un marqueur isolé, et là, évidemment, elle subit toute une série de malus. Elle suce des cailloux. Bah oui. Alors donc par rapport aux pions, vous pouvez, comme le jeu évidemment parle de l'embrasement du Moyen-Orient ces 10 dernières années, avec la prospective, jouer à peu près tout le monde. Alors donc il y a les grosses divisions blindées israéliennes, il y a les parachutistes russes, évidemment il y a les Marines, puis il y a quand même quelques pions français et puis et britanniques. Et britanniques. Et puis donc voilà, un petit clin d'œil aux parachutistes du 13e RDP parce que c'est les potes, ce sont les copains de Pierre. Alors il a tenu à les signaler, voilà. 13e RDP, c'est 13e Dragon parachutiste, sont les spécialistes du renseignement au sein du COS pour ceux que ça intéresse. Et la 2e brigade blindée. Et la 2e brigade blindée, voilà, qui est en fait on va dire là pour le coup la composante choc de l'armée de terre française, donc projetable. Donc ce sont les 2 pions qu'on va retrouver. Ils sont là. Ils sont là. Exactement. Ça c'était pour les pions. Maintenant on va
Oui, on va d'abord parler des quelques mécaniques de jeu, parce que vous allez voir, hein, c'est relativement simple. On se déplace, on tape, il y a une règle de combat, on roule un dé que j'ai entre les mains, les doigts. Voilà, un dé 6. Hein. Qu'est-ce qu'un tour de jeu? Voilà, non mais c'est déjà pour parler déjà rapidement de... Peut-être dire que c'est un jeu drivé par les cartes. Alors après, voilà, card driven. Parce que c'est un card driven, parce que c'est fondamental, parce qu'en fait c'est vraiment ça qui fait tourner le jeu. D'accord. Un tour de jeu. Un tour de jeu, c'est globalement 7 phases très rapides, enfin qui peuvent être très rapides, qui sont de joueur en joueur. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de joueurs de scénarios, au passage, tous les scénarios, donc les 11 scénarios de la boîte de jeu de base, peuvent être joués à 2 joueurs. Donc j'ai adapté toutes les règles pour que chaque scénario, même si normalement il est conçu pour être joué à 3, 4, 5, 6, puisse être joué à 2. Donc ceux qui ont peu de joueurs, peu d'adversaires, pas de soucis, peuvent tous les faire et tous les tester. Chaque joueur, en fonction du scénario, joue son ordre, c'est-à-dire que selon certains scénarios, par exemple, le joueur turc jouera premier, deuxième, troisième, sixième, cinquième ou ne jouera pas. Et on respecte donc évidemment l'ordre de tour des joueurs et chaque joueur complète la totalité de sa phase de jeu, enfin de ses segments, avant de passer au suivant. C'est un choix, on a misé sur la simplicité. Pour avoir testé le jeu près d'une centaine de fois, je peux vous dire que ça tourne très très bien et c'est finalement équilibré le tour de jeu, au final. Ton tour de Voilà, jeu, exactement. Un tour de jeu, c'est très simple. Ça commence par une phase événement. Donc chaque joueur a 4 cartes en main au début de la partie. Et à la fin de sa phase de jeu, recomplète sa main. Et donc, éventuellement, joue une carte événement qui peut être, par exemple, je prends la première au hasard, coup d'État en Syrie. D'accord. Et applique évidemment ce qui se passe. Mais ça peut être, donc, il y a environ 60 cartes événements. Donc, ça peut être des tas et des tas de choses. Ça peut être notamment la prise de renfort. Ça peut être activer Daesh. Ça peut être activer les Peshmerga. On y reviendra tout à l'heure avec Guillaume pour expliquer la philosophie du jeu. Non, mais pendant la partie, parce qu'on va sortir les cartes pendant la partie. Là, c'est plus. D'abord, vous avez une phase événement. Donc, c'est un grand première classique. Phase événement. Deuxième, phase de ravitaillement. Donc, on regarde vite si on est ravitaillé ou pas. C'était le pion isolé de tout à l'heure. Troisième segment original, celui-là, c'est celui de planification. C'est-à-dire c'est là où le joueur en phase va décider du nombre de cartes ou de la carte qu'il joue pour avoir des points d'opération. Et une fois qu'il dit, voilà, je joue telle carte, j'ai tant de points d'opération, le segment de planification, c'est qu'il ventile ses points d'opération entre les phases de mouvement et l'offensive. Par exemple, il a 6 points d'opération. On va reprendre une des deux, on s'en moque. Ou celle-là. On prend celle-là. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que... On joue la carte. Non, si, je te repose une question, pardon. Là, tu l'as joué pas en tant qu'événement. Non, tu l'as joué pour les événements, pour les points d'opération. Pour les points d'opération. Donc j'ai 6 points d'opération. Donc vous choisissez. Je décide par exemple de ventiler ces 6 points en 3 et 3. D'accord. 3 points de mouvement. 3 points pour les mouvements, 3 points pour les offensives. Chaque point d'opération consacré au mouvement permet de bouger 2 unités. Donc, comme j'ai décidé de ventiler et d'affecter 3 points au mouvement, ça me fait 3 fois 2, 6. Je vais pouvoir bouger 6 unités sur la carte et pas plus. Pas des piles, des unités. Oui, j'avais compris. Voilà. Si je peux bouger une pile de 4 parmi mes 6, mais je bouge la pile en entier, ça m'a coûté mes 4 sur 6. Exactement. Exactement. Ce qui veut dire que ensuite, il me reste 3 points pour les offensives, 1 point par offensive, c'est-à-dire 3 offensives. Là aussi, on expliquera tout à l'heure parce que l'originalité du jeu, c'est qu'en dehors, à l'inverse de la plupart des wargames, une même pile peut attaquer plusieurs fois d'affilée. Mais chaque fois qu'elle attaque, puisqu'on est sur des tours de 2 mois. Un tour de jeu représente 2 mois. On est dans du stratégique. Stratégique opératif. Donc ça veut dire qu'une même pile, comme dans la réalité, par exemple, veut prendre Mossoul, va lancer des attaques à répétition, coup de poing sur Mossoul. Mais si la même pile attaque 3 fois, il n'y aura pas d'autre offensive. Les ressources sont allouées à cette offensive. Ensuite, je l'ai. Une fois qu'on a ventilé donc ces points entre mouvement et offensive, on réalise les mouvements, tous les mouvements d'abord, c'est-à-dire en fonction du nombre de points et donc de la capacité de mouvement que le joueur a décidé de se doter, dont il s'est doté. Et ensuite, on passe aux offensives et on résout toutes les offensives dans l'ordre que l'on souhaite.
Et là, c'est là aussi la subtilité, l'intérêt du jeu, c'est que en fonction de la stratégie évidemment du joueur, par exemple, le joueur irakien va se dire je veux reconquérir Mossoul et je veux chasser Daesh de Mossoul. Il peut se dire soit je fais mes 3 offensives directes sur Mossoul, soit il dit je ne suis pas assez puissant donc je vais d'abord me renforcer et j'attaquerai Mossoul un cours suivant. Donc je vais faire le ménage ici. Et donc je vais commencer par attaquer. Alors est-ce que j'attaque par exemple ici Fallujah? Est-ce que j'essaye de reprendre Fallujah ou Al-Routba? Et il va se dire, en fait, il vaut mieux d'abord essayer de reprendre Al-Routba pour ensuite couper toute voie de communication et d'évacuation et de retraite, bien sûr, pour ces autres unités-là. Et ça, c'est lui qui décide, c'est-à-dire qu'il lance une première offensive, il voit comment ça se passe. Si ça se passe, tant mieux, il va dire deuxième offensive ici. Si par contre, ça ne marche pas, il peut dire, OK, ma deuxième offensive est là et finalement, ma troisième sera là. Ou, si ça ne marche toujours pas, il va dire je retente une troisième fois et ainsi de suite. Donc, le maître mot du jeu dans la philosophie, c'est la flexibilité. C'est avoir des mécanismes très simples pour permettre aux joueurs de se concentrer sur la stratégie et les alliances et la négociation d'alliances. Donc les offensives, 6e segment. Attends, sur l'offensive, montre-nous une carte action, les cartes rouges. Donc tu peux sortir des petites choses, on a des. Ça, c'est quelque chose pendant bien sûr. Ah oui, les combats, parce que tu as quand même le combat. Donc après, tu as le système de combat. Tiens, je te donne le dé. Donc en fait, bien entendu, on influe les offensives par des cartes appui. Où on peut avoir aussi bien du support aérien, enfin du close air support, des attaques aux camions piégés. Alors là également, la précision c'est que si vous jouez la carte en support, vous ne la jouez pas pour ses points. Oui, on a exactement. Maintenant, il y a quand même beaucoup de joueurs qui connaissent ce système en effet des jeux de cartes. C'est l'un ou l'autre. Donc ici, vous avez en fait un certain nombre de colonnes de décalage parce qu'on va prendre la table des combats qui se trouve là-bas. Et on va montrer tout de suite. Et on va montrer tout de suite comment se passent les combats. Tiens, on va la mettre ici, Pierre. Du soutien aérien. Donc vous avez c'est là où tu vois 3 colonnes. Voilà, vous avez du leadership, des drones. Vous avez ici. Non, mais il y a des choses aussi assez sales. Vous avez les attaques suicides. Allah Akbar, vous avez les armes chimiques. Tout ce qui existe dans la région. Les attaques suicides aux camions piégés. Les attaques suicides aux camions piégés. En fait, tout ça, c'est un travail, on va dire, d'actualité historique sur ce qui s'est réellement passé, ce qui se passe réellement là-bas. Et tout ça, bien sûr, ça fait aussi partie de mon travail, y compris de mon travail professionnel, qui est de suivre ça de très près et donc d'être au jour, si vous voulez, ou à jour et up-to-date sur l'ensemble des rapports de force. La table de combat, donc, qui est ici, qui est une table classique et qui est clairement saignante et donc sanglante. Ah ouais, tu vas comprendre tout à l'heure. D'accord. C'est voulu parce qu'encore une fois, on est sur des tours de 2 mois. Donc le but du jeu, comme de toute façon, on peut faire revenir, on va dire, on peut prendre des remplacements et donc remettre en jeu des unités qui ont été détruites. Le but du jeu, c'est d'être comme dans la réalité, de faire assez mal. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de montrer aux joueurs qu'il faut faire de vrais choix. Et que lancer une offensive, c'est pas rien. Voilà, ça peut être très sanglant et si ça se passe mal, la conséquence peut être assez fatale pour le joueur. On va prendre un exemple tout de suite très simple. Tiens, Germain, essaie de revenir. Alors, je vais prendre les 2 pions, je vais les mettre à côté. Non, je laisse-les là parce que c'est important. Tiens, Germain, si tu peux remonter au nord, là, en Turquie. Tu vois où je suis. Il arrive. Voilà, ici. Là, on a des Turcs. Ils sont à 8. Vous voyez, c'est 8. Vous voyez là. Ici, ils vont taper sur des Kurdes qui sont à 4. Pourquoi il faut le laisser ici? C'est parce qu'on est en montagne. Donc en fait, le choix de Pierre, c'est de faire du différentiel et pas du ratio. Voilà. Pourquoi? Je te laisse reprendre la main. Tout simplement parce qu'évidemment, on a testé tous les types possibles. Et à partir du moment où en fait les offensives, c'est une pile, c'est-à-dire c'est 3 unités maximum qui attaquent une case, mais ça peut être le cas plusieurs fois d'affilée. Si on fait un rapport de force, on n'arrivera jamais à un rapport de force intéressant, c'est-à-dire on sera au maximum à 3 contre 1. Donc en fait, il était plus intéressant pour notamment pouvoir jongler sur les valeurs d'unité, c'est-à-dire quelle est une division, est-ce qu'elle est plus forte en attaque, en défense, en fonction de son équipement, la qualité de ses combattants, son entraînement, sa motivation, etc. Donc on arrivait à des résultats beaucoup plus fins et précis avec un différentiel qu'avec un rapport. Et de toute façon, comme on est toujours au maximum qu'à une pile qui attaque une case, dans tous les cas, on n'arrive pas à des rapports délirants. C'est-à-dire qu'au maximum, on arrive à
par exemple à plus 18, ce qui correspondrait à 8 ou 10 contre 1 sur une table classique. Donc on arrive à jongler et à juguler, si vous voulez, à pondérer et à avoir beaucoup plus de finesse dans les résultats. Et donc c'est un choix qu'on a fait. Alors, ici, je reprends l'exemple parce que donc 8 en attaque. 8 en attaque, 4 en défense. Dans la montagne. Non, c'est après. Donc là, on est à un différentiel de plus 4. Plus 4, on va venir sur cette colonne-là. Qui est déjà pas excellente. Alors après, on va voir. Ça, c'est pas bon pour l'attaquant. Ça, c'est bon pour l'attaquant. Ici, vous êtes en montagne. Parce que du côté de Bitlis, là, c'est quand même un peu montagneux. Donc, on décale de une colonne. Mais on pourrait décaler de 2 colonnes sur pas mal de cases montagne. Trouve-moi s'il te plaît l'aviation turque. Prends-moi une carte turque. Mais le turc, il vient rarement seul. Il a des gros F16 ou autre chose. Il fait de l'appui sol. Voilà. Donc il va venir jouer cette carte-là. Voilà. Et là, il y a écrit qu'il envoie les avions. Et là, on décale de 3 colonnes. Oui. Donc on fait 1, 2, 3. C'est beaucoup mieux. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Hein, mais il faut quand même cramer une carte. Ouais. Si vous avez suivi, quand vous brûlez une carte, vous ne l'avez plus. C'est-à-dire que vous ne l'avez plus pour faire des opérations. Et cette carte, vous pouvez l'utiliser aussi bien en défense comme en attaque. Donc là, l'utiliser en attaque. Vas-y, roule le dé. Tu fais 1, c'est magnifique. C'est ce qu'il ne fallait pas faire en fait. Enfin, sauf quand on est turc, bien sûr. Et là, c'est AR. Ça veut dire que l'attaquant, en fait, va prendre un pas de perte. Alors déjà, il prend un pas de perte. Donc lui, il est retourné. Il passe à 50%. Donc, il est passé à 4. En fait, c'est aussi simple que et ça. Il revient à la case départ. Alors bon, on va dire que c'est beaucoup plus drôle. On va faire échange. Ouais. Alors échange, ça veut dire qu'il arrive ici. Et là, les deux unités prennent un pas de perte. Mais comme celle-ci n'est pas éliminée, elle garde le terrain. Elle garde le terrain et lui revient ici. Maintenant, ce qui eût été le plus favorable évidemment aux Turcs, c'est ce qu'on appelle le DS, c'est-à-dire que le défenseur se rend. Voilà. Et donc lui, il part en camp, je ne sais où en Anatolie, mais on ne va pas les revoir. Et là, le Turc, il récupère en fait cette case et cette unité est éliminée. Et comme le disait, alors les petites étoiles, c'est que tout le monde prend. Enfin bon, dans tous les cas, c'est un jeu où en effet, on se rend assez rapidement compte qu'il faut savoir gérer ces unités, parce que là, au début de partie, il y en a plein, mais rapidement ça fond, rapidement elles sont en fait affaiblies. Il n'y a pas tant de renfort que ça, et ça fait vraiment partie de votre planification. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer le combat finalement. Le combat très simple. Très simple. Très simple. Ensuite, 6e segment, un segment de mouvement stratégique, où chaque joueur peut bouger à la fin de ses offensives. C'est du redéploiement. Une seule unité, y compris si elle a déjà combattu, en fait qu'elle ait combattu ou pas, bougé ou pas, on s'en fiche. Elle aura ce mouvement-là. Elle aura ce mouvement-là. La seule condition, c'est qu'elle doit être ravitaillée, donc pas isolée. D'accord. Et cette unité peut venir librement d'autant de cases qu'elle le souhaite, c'est-à-dire en suivant une ligne de ravitaillement, évidemment, une ligne de communication ouverte. Et elle peut venir, le but du jeu de ce mouvement stratégique, c'est de venir combler les trous. Par exemple, dans le scénario dans le cas, on est évoqué, on va prendre on va prendre un cas intéressant ici, sur la carte. La 5e division irakienne attaque Ramadi et prend Ramadi. Bravo. C'est la fin du tour. Évidemment, Adita, elle a laissé la case d'Adita. Le principe, c'est que toutes les unités qui participent à l'offensive doivent occuper la case. On ne peut pas choisir en disant finalement je laisse une unité. Ils font demi-tour, on a gagné le combat et puis nous Non, dans la réalité, c'est de la planification lourde et longue, c'est-à-dire c'est tout le monde y va. Donc ça veut dire qu'ici il y a un trou et que si le coup d'après l'autre joueur fait surgir une unité de Daesh ici, cette unité elle est isolée et elle est vraiment dans 2 sales draps. Donc le mouvement stratégique permet par exemple de dire je prends cette unité-là qui est ravitaillée et je la déplace ici et je viens occuper le terrain et combler mon dispositif. Je peux te poser 2 questions, Pierre, en termes de règles. Est-ce que justement, si je reviens là-dedans, j'avais, il y en avait une là, si j'avais avec un mouvement dit, tiens justement pour éviter je ne sais pas quoi, j'ai amené celle-ci ici. Est-ce que j'ai le droit de dire c'est celle-là qui attaque et je reste celle-là? Bien sûr. Ça par contre, c'est possible. Bien sûr, et c'est même peut-être conseillé. Plutôt conseillé. D'accord. Deuxième petite question, tu parles de ravitaillement. Je le fais parce que je sais que je suis ravitaillé à partir de quel moment? À partir du moment où depuis chez moi, depuis chez moi, en tout cas quelqu'un qui m'est allié, j'ai une ligne ininterrompue vers un des points. Donc tu es irakien. Oui. Donc en tant qu'Irakien, déjà, tu vas pouvoir te ravitailler ici sur Bagdad. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Ou ici, par exemple, sur Bassora. Mais dans tous les cas, puisque l'Iran est ton allié, à ce moment-là du jeu,
tu peux aussi te ravitailler sur une case et sur une ligne iranienne. D'accord. D'accord. Donc l'exemple que tu nous donnais tout à l'heure des troupes aéroportées en zone de combat, c'est que j'ai une troupe dont la nationalité n'est pas du tout en allié. Je suis sur Samawa. Voilà. Je ne suis pas du tout allié avec les combattants irakiens. Voilà. Donc ça, c'est pas une bonne ligne. Je ne considère pas comme… Non, parce que Koweït reste un pays neutre ici. Admettons que le joueur irakien finalement soit comme ça. Boum. Eh ben, l'unité, la brigade aéroportée américaine est isolée. Elle est isolée. Ok, bien sûr. Ça c'est clair aussi pour moi. Donc là, on en est à l'avant-dernière qui est le mouvement stratégique, l'avant-dernière phase, segment. Et le dernier segment, c'est on recomplète sa main. C'est-à-dire que dans le jeu classique de base normal, chaque joueur a droit à 4 cartes qu'il doit soigneusement gérer. Donc, il a joué toutes ses cartes, il reprend 4 cartes. Et là, il peut choisir de prendre soit des cartes événements, identifiées par un E, soit des cartes appui, identifiées par un A. Alors évidemment, là, c'est une version de développement prototypale. On est sur un prototype, Donc bien sûr, le jeu tel qu'il sera commercialisé a des cartes magnifiques, avec un super dos de cartes qui reprend la boîte initiale. Tout à fait. Bien évidemment. Travaillé et bien édité. Voilà. Et le joueur doit se dire, voilà, par exemple, j'ai une carte encore en main, je peux donc en reprendre 3. Je dois dire, est-ce que je reprends des cartes appui ou événements? Je veux dire, j'en veux 3, ben je vais prendre 2 cartes appui, une carte événement. Il ne peut pas prendre d'abord une carte, regarder ce que c'est et ensuite dire finalement je prends ça. Non. Il dit voilà, je prends 2 événements, un appui, tel le croupier, on lui donne les cartes, il prend les cartes, il les découvre et on passe au joueur suivant. Sachant que les cartes, tu les utilises en fait pour un tour complet. Donc pour son tour et celui des autres joueurs. Donc il faut gérer sa main avec 4 cartes. Et là, on va se retrouver… Si tu joues full assaut, tu avais pris plein d'appuis, tu tenais à faire un énorme assaut, tu crames tout. Tu sais que… Il n'y a plus rien pour te défendre d'éventuelles attaques. Donc en fait, tu as une gestion de main qui en fait correspond à ta gestion de ressources. Tu ne peux pas tout faire. À toi de voir. Il y a un distinguo, appui, il y a un peu moins de points d'opération, mais c'est mieux pour le combat. Événement, c'est plus appui, c'est pour le combat, oui. Appui, c'est du combat. De toute façon pour le combat. Et l'autre, c'est vraiment de l'événement, ça influe sur le cours du tour, sur le tour de l'année. Ok. Et quant aux points d'opération, dans les deux, c'est-à-dire aussi bien pour les cartes appui que pour les cartes événements, on a des points des cartes qui vont de 4 à 8, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Et la logique, c'est plutôt de se dire, plus la carte est puissante, notamment pour ce qu'elle représente en tant que telle, plus on va avoir de points d'opération. Pourquoi ? Évidemment, pour forcer le joueur à faire un choix décisif. C'est frustrant, c'est frustrant de ne pas pouvoir tout faire. Voilà. Alors, le dernier point qui est crucial justement par rapport au jeu, c'est la diplo. Parce que les alliances. Puisque dans ce jeu-là, en fait, on va devoir souvent modérer ses ardeurs. Car en effet, prendre une décision, c'est pas forcément se faire des amis. Alors c'est vrai que c'est facile d'aller taper sur les pauvres Kurdes parce qu'en fait ils sont générés comme Daesh d'ailleurs par le système. En revanche, il n'empêche qu'il va peut-être falloir discuter avec ses voisins pour savoir ce qui va se passer. Et là, ça va être lié aux conditions de victoire, c'est ce que j'ai énuméré tout à l'heure, puisque chaque scénario a des conditions de victoire qui sont en fait totalement différentes, mais qui se recoupent avec des prérequis. Donc dans le scénario que nous avons joué, par exemple, le Syrien doit absolument prendre Alep. Comme vous verrez, Alep, c'est pas facile à reprendre. Mais déjà, s'il n'y arrive pas, il peut même pas prétendre à remporter en fait la mission, sachant qu'il est intéressant aussi pour le Turc de garder Alep. Donc comment fait-on ? On se tape dessus, non ? On se tape dessus, mais on peut aussi… on peut s'entendre. Voilà. Alors du coup, et le but à la fois, j'aime pas trop le terme diplomatie parce que c'est un peu opposé à celui de guerre, même si les deux sont complémentaires, je dirais plutôt alliance. Alliance ponctuelle ou durable, on va dire. Ou opportune. Plutôt ponctuelle et opportune dans la région. Voilà. Le principe de base, c'est que j'ai fait Fitna pour ce jeu-là, pour expliquer, pour faire de la pédagogie. Donc je suis wargamer depuis 35 ans, mais le but du jeu c'était vraiment expliquer aux gens, essayer de leur expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment dans la région et leur donner les clés pour décrypter par eux-mêmes la réalité des rapports de force et des rapports de force aussi bien militaires que diplomatiques ou géopolitiques entre les différents acteurs. C'est-à-dire que le but du jeu c'est que quand vous avez passé une après-midi à jouer, une soirée à jouer à Fitna, c'est ce que me disent tous les joueurs tests qui sont passés sur le système, et il y en a eu beaucoup, c'est de se dire on ne comprend plus et on ne traduira plus l'actualité de la même manière. C'est-à-dire qu'on a des clés très intéressantes qui nous permettent de comprendre pourquoi chaque acteur
fais ceci, agis comme ou ça. fais cela, D'accord. ou va faire ceci, ou va faire cela. Et c'est exactement ce que cherche à montrer Fitna. C'est pour ça que le jeu est utilisé aussi, par exemple, par des institutionnels pour justement faire de la prospective et pour tester leurs hypothèses et pour réellement essayer de comprendre ce qui se passe et la réalité des rapports de force. Alors, à travers les conditions de victoire que Pierre énonce. Donc je reprends un exemple. Quand le Turc doit aller cogner ici sur le Kurde, c'est parce que politiquement aujourd'hui, en Turquie, il est inenvisageable d'avoir en effet des Kurdes autonomes. Donc dans les prérequis du Turc, notamment dans le scénario que nous avons joué, il faut déjà, pour que le Turc, qui se débarrasse des Kurdes. S'il ne s'est pas débarrassé du PKK, il ne va même pas plus loin, il n'y a pas de condition de victoire. On peut dire, c'est ça la réalité, c'est là où Pierre, je renforce son. C'est qu'en effet, c'est une réalité. Alors que les Turcs ne le disent pas ou ne l'expriment pas comme ça, que des évidemment médias ne le présentent pas comme ça, c'est une chose. L'analyse de Pierre à travers Fitna et de son expertise de la région, c'est que de toute façon, c'est un prérequis de la politique turque. De base. Donc de toute façon, tu joues turc, tu cognes le kurde. C'est comme ça. Si tu le fais pas, tu peux pas gagner. D'accord. C'est tout. Et alors ça va se retrouver il y a d'autres éléments de jeu, mais c'est un très bon exemple parce que c'est celui qui est. C'est plus qu'un jeu asymétrique parce que on en a des jeux asymétriques. C'est un jeu asymétrique mais équilibré. C'est-à-dire que chacun peut gagner. Tout à fait. Mais avec en plus une donnée qui est effectivement l'équilibre et l'histoire des forces géopolitiques en présence. Et ça, c'est mon métier, c'est-à-dire c'est ma plus-value. Et les gens de Nuts, je pense, l'ont parfaitement intégré, saisi et comprise. C'est que je suis capable de donner les vrais objectifs, les vraies conditions de victoire pour chaque acteur dans la région. Ce qui veut dire que quand vous découvrez votre scénario, le but du jeu, c'est pas comme dans certains wargames où prendre une case et éliminer 10 divisions adverses. C'est, vous allez les découvrir. Ce sont des objectifs plutôt politiques et géopolitiques. Et à la limite, vous y arrivez par les moyens que vous voulez, par les alliances, par le combat, par les cartes, vous voulez, par les cartes, qui donne la liberté d'action et de réaction dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on n'est pas, alors bien sûr, on n'est pas dans le monde idéal, béni oui oui ou des bisounours. On est dans la réalité de la vie au Moyen-Orient. Donc évidemment, c'est complexe et ça peut être extrêmement pragmatique et froid. Mais la réalité aussi, c'est de dire qu'on n'est pas dans un système de jeu à somme nulle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un joueur qui perd que l'autre gagne, ou qu'un joueur gagne que l'autre perd. On est dans un système, et je l'ai volontairement voulu comme cela, où tout le monde peut perdre, tout le monde ne peut pas gagner, mais plusieurs joueurs peuvent gagner. Plusieurs joueurs peuvent gagner. Parce que les objectifs peuvent être compatibles. Ou tout le monde peut perdre. Donc, par exemple, on verra tout à l'heure en fonction de notre partie test. Alors, il est difficile, par exemple, pour le joueur, oui, mais même à la limite, tout le monde peut gagner. C'est-à-dire que tout le monde peut gagner contre Daesh et contre les Kurdes. Ou, si par exemple, un joueur, au hasard, par exemple, le joueur irakien décide, plutôt le joueur syrien, si le joueur syrien décide de ménager Daesh et de ménager les Kurdes, dans ce cas-là, il va se fronter, il va se prendre le Turc en choc frontal. Là, pour le coup, en termes d'alliance, et là, on ne pourra plus s'entendre. On pourra plus s'entendre. Et du coup, les objectifs de victoire seront incompatibles. Par contre, on peut s'entendre éventuellement pour que chacun gagne, ou en tout cas n'ait pas une victoire décisive, mais au moins, par exemple, une victoire mineure. Et comme dans la vraie vie. Ah oui, donc ça, c'est ce que tu disais. Voilà, il y a 3 niveaux de victoire. D'accord, ok. Il y a soit on perd, soit ni on perd ni on gagne. C'est victoire mineure ou non? Non, c'est un statu quo. C'est-à-dire on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné. D'accord. Ce qui est quand même mieux que de perdre. Oui. Soit on a une victoire mineure, ou une victoire majeure, ou une victoire décisive. D'accord. Si on joue les alliances, on peut décider par exemple de dire je ne vais pas viser une victoire décisive qui me semble hors de portée. Par contre, je vais me contenter d'une victoire mineure. Après tout, c'est déjà pas mal. Et si tout le monde fait ça, on peut très bien avoir par exemple 3 joueurs qui vont viser leur victoire mineure et qui, comme là, il y a un adversaire commun, c'est Daesh, vont peut-être l'avoir. Ou pas. D'accord. Donc on peut aussi très bien jouer à la fin du scénario, avoir un scénario où tout le monde a perdu. D'accord. Où personne n'a gagné. Où personne n'a vraiment gagné. Voilà, comme dans la réalité. Et cet aspect diplomatique, ou plutôt cet aspect d'alliance, c'est une phase de jeu à part entière ou c'est juste qu'on a le droit de discuter à tout moment? C'est ça, c'est prévu en jeu. C'est prévu en jeu. Le jeu, justement, le jeu est simple. Le jeu est simple.
pas trop simple ni simpliste, mais simple, pour que justement, tu vas voir, on va faire un tour de jeu, tu auras compris le mécanisme. Même là, ça ne me paraît pas inabordable. Et c'est même très simple. Donc, dès le tour 2, tout le monde se dit, bon ok, maintenant, quelle est ma stratégie et avec qui est-ce que je vais m'entendre Ok. Et donc, à un moment donné, on fait ça. Quand on joue des parties à plusieurs, ce que je fais y compris professionnellement par exemple, où on va avoir 5 ou 6 joueurs ou 5 ou 6 équipes, là, au début de chaque tour de jeu, puisqu'on peut aller de 1 à 12 tours, alors là, notre scénario, c'est de 1 à 6, en début de chaque tour de jeu, par exemple, on va donner 10 minutes ou 5 minutes aux équipes ou aux joueurs pour discuter. Et éventuellement s'entendre entre eux où ils veulent, prendre le café et discuter. Voilà. Celle-là, c'est une particulière. Et c'est pour terminer, je voudrais parler de la carte de tension internationale. D'accord. Parce que les gens vont dire, mais comment se fait-il que dans presque tous les scénarios, les États-Unis ne sont pas un joueur? De même que ce qu'il faut dire aussi, c'est que Daesh n'est pas un joueur. On en parlera après, mais Daesh est en fait activé par des cartes événements. D'accord. De même que les Kurdes sont activés par des cartes événements. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie au Moyen-Orient, Daesh a été instrumentalisé par à peu près tout le monde, en tout cas par une majorité d'acteurs régionaux, pour ponctuellement atteindre des objectifs, c'est-à-dire embêter le voisin, pour faire simple. Et parce que dans la vraie vie au Moyen-Orient, tout le monde à peu près, ou presque, a également instrumentalisé les Kurdes, y compris les Israéliens, les Iraniens, pour leurs objectifs politiques, géopolitiques, etc. Bon, après, ça coûte quelques Donc on les manipule. Donc on les manipule. On les manipule, un peu de matériel, mais c'est sympa. Il existe quand même des scénarios qui sont proposés aux joueurs dans la boîte pour prendre, par exemple, prendre en main les Kurdes, pour essayer de voir si est-ce qu'une grande indépendance kurde est jouable ou pas. Là, je laisse. Allez-y. Tester. Voilà, tester. Et je dis rien, vous verrez. Donc ces grandes puissances, je ne sais pas si c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut toujours les appeler, mais enfin ces acteurs internationaux finalement ne sont pas toujours joués, mais représentés en jeu par cette piste. Voilà. D'accord. Et alors, dans la plupart des scénarios, il y a également une carte. Ah non, c'est pas par cette piste. Ah, non, ça c'est par des cartes. C'est par les cartes. Ce dont on parle là-bas, c'est notamment les États-Unis. Voilà. Ensuite, comme dans la réalité, il y a la carte de tension internationale. Donc en fonction des scénarios, on peut commencer à 1, 2 ou 3, ça dépend, si c'est très tendu ou pas trop tendu. Et en fonction des cartes jouées ou de ce qui se passe sur le terrain, par exemple, la première fois que des unités iraniennes, mais au sol, et israéliennes s'affrontent, la tension monte de plus 2 d'un coup. D'accord. La première fois que les Iraniens et des unités iraniennes et des unités saoudiennes s'affrontent militairement sur le terrain, par exemple en Irak, ça monte de plus 2 d'un coup. D'accord. La première fois que des Russes attaquent les Turcs en Syrie, c'est là plus 2 d'un coup, etc. Okay. Et il y a des tas de cartes événements qui font monter ou descendre la tension internationale. Okay. Et c'est une véritable stratégie en soi. Pourquoi? Parce qu'en fonction de cette échelle de tension internationale, il va se passer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que là, le scénario, par exemple, que nous allons tester, on commence à 2. Si on arrive à 5, à un moment donné, eh bien à 5, on rajoute dans les 2 pioches de cartes appui et de cartes événements, ces cartes spéciales, des cartes haute tension, on va dire, à la fois en appui et en événement, qui évidemment sont beaucoup plus puissantes que les cartes de base. D'accord. Et là, ça peut devenir intéressant, d'autant plus que ces cartes-là ont en général un effet accumulateur sur la tension. C'est-à-dire quand on les joue, ça va encore faire accroître la tension et renforcer la tension. Ouais, d'accord. Donc quand on arrive à 6, tous les joueurs reçoivent automatiquement un niveau de renfort gratuit, sans dépenser de cartes. Les badges qu'il y a sur le côté, chacun avec son pays. Ping, paf, pouf. Okay. Et quand on arrive à 10, là, on a une intervention automatique directe des États-Unis. Et alors là, ça commence à changer le cours du jeu. Voilà. Parce que tu veux dire qu'ils débarquent sales? Ils sont nombreux, ils sont puissants. Voilà, vous avez en fait... Et puis toi, quand tu es arrivé à si t'es déjà moitié mort. Parce que il s'est passé des choses sur le terrain. Pour faire simple, si on peut... froid, pragmatique. Si on peut montrer à la caméra... avec un gros plan ici. Ils débarquent. Voilà. Lorsque les États-Unis interviennent, en 2 tours, ils amènent ça sur le terrain. C'est-à-dire en fait quand même du monde et du monde puissant. Les Français et les Britanniques sont activés à travers une carte événement en temps cordial, mais c'est pas autre chose, c'est le scénario ou c'est les cartes tout simplement. Mais les États-Unis interviennent avec ça, ce qui veut dire qu'évidemment ça, plus des cartes
bonus et des cartes frappe aérienne qui permettent de jouer là. Donc ça fait quand même la différence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'acteur en tant que tel américain, mais en fonction des scénarios, les États-Unis peuvent intervenir en faveur d'un joueur ou d'un autre joueur. Alors en général, jamais au profit des Iraniens, mais paradoxalement, au profit des Irakiens, oui, au profit des Saoudiens, au profit des Jordaniens, des Israéliens, ou au profit des Turcs. Le joueur qui a bien lu son scénario peut jouer sur la tension internationale. Tout à fait. Tiens, viens voir débarquer chez moi pour me filer un coup de main. Exactement. Et donc son adversaire, évidemment, va tout faire lui pour faire baisser la tension. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des limites, puisque par exemple, le Russe ne peut pas rentrer en Turquie pour déglinguer du Turc. Voilà. Là, ça, non. Il y a des caveats qui reproduisent le Russe peut cogner du Turc en Syrie. On se fait ça entre nous. Il n'y a pas grand monde pour le dire. Mais donc voilà. Donc ça reste tout à fait réaliste. C'est-à-dire que vous avez quand même en effet un certain nombre de lignes rouges qu'on ne peut pas franchir, puisque de toute façon ça ne correspondrait pas à la réalité et on reste quand même sur un jeu de simulation. Et le dernier point à préciser pour terminer, tour d'horizon, ce sont les jokers spéciaux. Je cherche, voilà. Donc il y a 5 cartes jokers spéciaux ou jokers spéciales en jeu. Une pour le russe, une pour l'américain, une pour l'israélien, 2 pour l'iranien. Pourquoi 2 pour l'iranien? Parce qu'un pour ses propres missiles balistiques et la deuxième c'est pour tout l'arsenal de missiles et de roquettes du Hezbollah, qui sont 2 cartes dissociées, comme dans la réalité. Voilà. Et le but de ces cartes, c'est qu'elles présentent on va dire un bonus ou en tout cas un avantage très fort, c'est qu'à n'importe quel moment de la partie, vous pouvez jouer votre bonus, enfin cette carte, et dire voilà, hop, on arrête. Enfin, on gèle la situation et on lance des strikes aériens russes massifs. Et donc, on résout la carte, c'est-à-dire qu'on va viser 2 cases en Syrie, par exemple. Et là, l'aviation russe et les missiles de croisière russes se déchaînent sur ces 2 cases-là en fonction d'un certain nombre de… Et on regarde les dégâts. Donc, ça veut dire que c'est ce qui tend. Évidemment, là aussi, ça fait monter la tension. Et ce qui veut dire que cette carte est souvent utilisée soit tactiquement pour essayer d'avoir un objet, enfin de libérer un peu le paysage, le terrain, soit tout simplement pour jouer la dissuasion. C'est-à-dire que quand on joue en multijoueur, par exemple typiquement l'Israélien et l'Iranien vont se dire ah attention, si vous dépassez la ligne rouge, moi je vous balance mon aviation ou moi je vous balance mes missiles. Ça devrait pas être drôle parce que c'est la réalité, mais en termes de jeu. Quand tu commences à prendre une carte en disant de toute façon, elle est visible, elle est devant toi. Ouais, je sais bien. Voilà. Et donc, évidemment, on peut la jouer qu'une fois. Une fois qu'elle est jouée, c'est fini. Là, tu perds ton… C'est l'atout et on garde ça. Et pour terminer, enfin, les jokers. Chaque camp ou chaque joueur dispose d'un pion de joker. Donc là, j'ai sorti dans notre scénario où il y aura un joueur turc, un joueur syrien, un joueur irakien. À tout moment, sauf au tour 1, peut sortir son joker et en le donnant à la banque, si on peut dire, récupérer gratuitement 2 cartes de son choix, soit 2 événements, soit 2 appuis, soit un appui et un événement, et les mettre immédiatement en jeu pour soit lui permettre par exemple d'accroître son effet impulse s'il pense qu'il a besoin d'une offensive, voilà, ou tout simplement pour une poire pour la soif, pour se sauver si par exemple il n'a plus de cartes en jeu, plus de cartes en main. Et il a vraiment besoin d'une ou 2 cartes pour se défendre. Voilà. Mais c'est pareil, une fois qu'il a joué, c'est pour la partie. C'est fini, c'est pour la partie. Ça met un petit peu d'incertitude. Y a-t-il des questions, Guillaume? Il n'y avait pas de questions. Non, les Américains ne font pas dans la demi-mesure. Je suis bien d'accord. Ils sont très bien ces cours d'histoire. Sachez qu'en plus de ces cours d'histoire, finalement, en fait, on va carrément refaire l'histoire. On va écrire l'histoire. Je vais vous montrer comment on prend Alep. C'est ça. Moi, on m'appelle Guillaume Bachar. On t'attend. Ça sera le scénario 3. Nous étions en train de vous présenter Fitna. Fitna est de Pierre Razou. Il était là. Merci encore une fois, Pierre, d'avoir pris le temps. Il est toujours là. Chez Nuts Publishing, c'est en P300 une précommande. Il reste encore, allez, on va dire une centaine de places, 150 places. C'est illustré par Thomas Pouchin. 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Oui, les dents serrées, certainement. 120 à 360 minutes en fonction du scénario et de vos envies d'alliance et de négociation.
Fitna est pour l'instant donc en précommande. Il arrivera normalement avant la fin de l'année. On espère. On l'espère. Et peut-être le mot de la fin, c'est pour dire l'ambition évidemment de Fitna, c'est de se dire pour les wargamers, c'est d'en faire le Gulf Strike moderne. C'est-à-dire de même qu'il y a eu une génération de joueurs qui ont tous joué sur Gulf Strike. Tous ceux qui s'intéressent à la conflictualité au Moyen-Orient se diront j'ai joué au moins une fois à Fitna. Voilà. Ah, bah oui, avec des possibilités d'évolution. Oui, il y a toujours moyen, bien sûr. Donc de rajouter des nouvelles cartes, les nouveaux scénarios, les nouvelles cartes, des nouvelles cartes. Sur le site de Nuts, évidemment, il y aura les addenda, les add-ons au fur et à mesure. Et tout simplement, j'ai une section des règles, un grand paragraphe des règles qui permet à chaque joueur de faire son propre scénario. C'est-à-dire, vous avez tout ce qu'il faut finalement pour mettre en place et inventer et faire le scénario de votre choix. Voilà, c'était la présentation de Fitna avec Monsieur Pierre Razou, s'il vous plaît, et Monsieur Guillaume Bouilleux, bien sûr. Il espère avoir les coronets suffisantes pour attaquer Alep. Je ne suis pas sûr que ça se passera comme il le souhaite. Et Alep, ça bon. Le Kremlin contre-attaque, c'est le scénario numéro 3. C'est celui que nous allons démarrer, jouer dans la partie. Une autre émission de la Trick Track Télé. Restez en ligne, c'est tout de suite. Un petit Belly lui dit, ça sera maintenant. Pour ceux qui sont enregistrés, ça sera un petit peu plus tard. C'était Germain pour la réalisation. Rendez-vous sur le site du conflit dans quelques instants. À tout de suite. Alors,